Issue d'une famille d'agriculteurs, Marielle Droineau a été élevée loin du faste des palaces. Très jeune, elle a pourtant l'intuition que sa vie sera tournée vers le monde de la gastronomie. Après un passage en cuisine, c'est en salle qu'elle trouvera véritablement sa voie. Sans jamais se départir de sa simplicité, elle a supporté à son paroxysme l'art du service à la française, appris dans les plus belles maisons. À ses débuts, elle peine pourtant à se faire recruter dans une profession où les femmes ne sont pas les bienvenues. La grande aventure de sa vie sera celle de la Villa Madi, aux côtés de son mari, le chef triplement étoilé Dimitri Droineau. Dans cet épisode, Marielle nous raconte comment, alors qu'ils attendent leur premier enfant, le couple décide de relever le plus grand défi de sa vie en reprenant la Villa Madi à Cassis. Sans business plan, mais avec un savant mélange d'instinct et de goût du risque. Un choix audacieux et couronné de succès. C'est ensemble que Marielle et Dimitri monteront sur la scène de la cérémonie de remise des étoiles Michelin pour recevoir la récompense ultime de la gastronomie. Mais comment trouver sa place dans un milieu où seuls les chefs sont starifiés ? Comment trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle quand les deux sont aussi intimement liés ? Autant de questions auxquelles Marielle répond avec la simplicité et la sincérité qui la caractérisent. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Marielle Droineau dans Girls in Food. Bonjour Marielle Droineau. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Girls in Food ? Alors, je me présente, donc je m'appelle Marielle, j'ai 45 ans. Je suis à la tête de la Villa Madi avec Dimitri, mon mari. Ça fait 10 ans que nous avons repris la maison. On a une 3e étoile au guide Michelin en 2022 qu'on a gardée cette année. Et puis je suis aussi mère de 2 enfants qui ont 10 ans et 7 ans. Voilà. Si on vient un peu en arrière, quand vous étiez enfant, est-ce que la cuisine, c'était quelque chose d'important dans votre famille ? Alors oui, c'était important dans ma famille. Moi, je viens d'une famille très modeste. Je viens du milieu de la terre. Mes parents, ils sont agriculteurs. Ils ont passé le relais à mon frère maintenant. Et donc, le bien manger était important à la maison. Ma mère, en fait, elle achetait quasiment rien. Je pense que la seule chose qu'elle achetait quand on était petit, c'était du sucre. Et peut-être un peu de sel. Et tout le reste, c'était produit sur place. Ouais. J'ai été très vite en contact avec des bons produits, les produits sains. Et ça, en fait, j'ai grandi avec naturellement. Et puis, je m'en suis aperçue un peu plus tard. Quand on quitte la maison, on s'aperçoit que quand on mange des haricots verts, ils n'ont pas le même goût. On découvre la cantine, on découvre plein de choses comme ça. Et on s'aperçoit que finalement, à la maison, on mange très bien. Oui, et que c'est pas comme ça partout. Non, c'est pas comme ça partout. J'ai très vite pris conscience de la notion de bien manger sainement. Alors, ma mère, elle c'était pas une super cuisinière, mais par contre, comme les produits étaient bons, du coup, c'était bon. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez d'un plat du dimanche que vous mangiez très souvent dans votre famille ? Alors, un plat du dimanche, nous, on mangeait beaucoup de volaille. Donc le poulet, la pintade aussi, les haricots verts. Moi j'ai des souvenirs sur les haricots verts qui sont super bons, les tomates, les petites choses comme ça. C'est un peu le plat du dimanche, c'était souvent comme dans toutes les familles, c'est souvent la volaille avec les pommes de terre. Moi c'était plutôt les haricots verts chez moi. Voilà. Et quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y a un métier qui vous faisait rêver ? Alors, qui me faisait rêver, non. Je ne vais pas dire rêver, j'ai eu plusieurs idées. Moi, l'école, ça me plaisait, mais j'étais juste la moyenne, ça me plaisait sans plus. En fait, je rentrais un peu dans le cadre, c'est-à-dire que j'étais pas en haut ni en bas, j'étais au milieu, toujours un peu comme ça au milieu. Au départ, il y avait quelque chose qui me plaisait, c'était la pâtisserie, parce que j'aimais bien faire des gâteaux. Ouais. Mon frère est pâtissier de métier, et du coup, j'ai été vers la cuisine, enfin surtout la pâtisserie au départ. C'est ce qui me plaisait. Donc, mon premier stage a été en salle. Et là, j'ai découvert l'univers de la salle. Mais là, vous étiez déjà à l'école hôtelière. Et là, j'étais déjà à l'école hôtelière. Donc, en fait, assez vite, vous vous êtes dit que vous alliez vous orienter vers un métier assez... Enfin, en tout cas, un univers de métier assez précis.
Oui. Vous n'avez pas attendu des années et des années Non, j'ai pas attendu des années, des années. Comme je vous disais, l'école, ça me plaisait, mais sans plus. Donc, j'ai bifurqué assez rapidement vers un bac. Et ça a été un bac hôtellerie. Ouais. Et donc là, du coup, premier stage en salle qui s'est très bien passé. J'ai découvert l'univers de la salle qui m'a plu. Et un deuxième stage en cuisine qui s'est un peu moins bien passé. J'ai pas accroché en fait. Et un peu moins accroché. J'ai compris qu'il fallait avoir des bases pour connaître cet univers. On en a besoin pour pouvoir les expliquer, mais on n'a pas besoin de les maîtriser à 100%. Ouais. Donc j'ai laissé la pâtisserie assez rapidement et puis la cuisine aussi, et du coup je me suis orientée vers la salle. Voilà. Ouais, qui vous plaisait qui me plaisait. Le stage qui m'a un peu où j'ai eu vraiment un peu le déclic, c'est chez Michel et Ginette Bras, où mon stage s'est très bien passé et j'ai compris que vraiment en salle on avait besoin de cet univers de cuisine parce que c'était vraiment complémentaire. Ouais. Et vous, c'était un univers qui vous intéressait même si vous n'aviez pas envie de vous projeter dedans. Oui, tout à fait. Je savais que j'allais pas en faire mon métier en cuisine, mais par contre ça flirtait et j'avais besoin de notions et j'avais besoin de contact avec la cuisine pour pouvoir évoluer dans mon métier. Justement, vous vous êtes assez rapidement orienté vers des grandes maisons. Oui. Puisque vous l'avez dit, il y a la maison Bras, chez Michel Guérard ensuite, chez Marc Vera. Ça a tout de suite été votre univers de prédilection, alors que vous ne veniez pas d'un univers de restaurant étoilé. Comment est-ce que ça s'est fait ? En fait, à l'époque, c'était pas facile pour une femme quand même de rentrer dans la gastronomie. Pourquoi ? Parce qu'en salle, ils prenaient pas forcément les femmes. Moi, je sais pas pourquoi. Maintenant que vous êtes en position de recruter des personnes... Moi, j'aime bien quand c'est mixte. Ouais. Je trouve que autant avoir que des garçons ou avoir que des filles, c'est pas bien. J'aime bien quand c'est mixte. Parce que chacun apporte quelque chose de différent. Il y a la sensibilité chez une femme qui n'est pas la même chez un homme, et autant chez un homme, il aura d'autres qualités. Donc je trouve que c'est très complémentaire, surtout au niveau du service. J'aime bien avoir une équipe mixte. C'est vrai que moi je me suis orientée vers la gastronomie parce que justement j'arrivais à voir en salle ces notions de cuisine qui me plaisaient, où on explique, on sait comment c'est fait. On va au-delà de servir une simple assiette. Alors avant de faire de la haute gastronomie, j'ai aussi travaillé dans des snacks, j'ai touché un petit peu à tous les styles de service, mais ce côté-là m'a vraiment intriguée et après j'ai décidé de continuer. Et puis cette rigueur aussi me plaisait, la philosophie d'un chef, tout ce qui en découle autour de cette cuisine, dans la maison, enfin, toute cette complexité m'a plu et c'est pour ça que j'ai persévéré, j'ai continué dans la haute gastronomie. Ok. Et ça veut dire que vous, quand vous avez commencé à postuler dans ce type de maison, vous avez essuyé des refus ou ça a été assez facile ? Moi, quand j'ai commencé, donc ça fait un petit moment maintenant, ça fait plus de 20 ans. C'était hier. Oui, presque. Je me rappelle que quand j'avais postulé pour mon stage chez Michel Bras, je connaissais quelqu'un, donc il avait un peu appuyé ma candidature. Il a fallu se présenter, faire une lettre de motivation. C'était... c'est pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose d'appuyé, de décider. Un formalisme un peu. Et il fallait aussi, le stage m'avait bien appuyé aussi, l'école m'avait bien appuyé dans ce cas-là pour faire un stage. Il fallait que quand même en service à l'école on ait des bonnes notes. Oui. Pour pouvoir aller dans ce type de maison. Dans ce type d'établissement. Quand on avait des bonnes notes, ça nous permettait d'aller vers des établissements de plus en plus étoilés. Donc ça a été le cas. Après, ça m'a ouvert aussi, le fait de faire une belle maison comme la Maison Bras au départ, m'a permis aussi de rentrer dans cet univers. Et après, ça a été la porte ouverte à d'autres restaurants. Je me rappelle à l'époque, j'avais postulé sur Paris, c'était pas du tout pareil parce qu'à Paris, on ne prenait pas de femmes. Ouais. Quasiment pas.
Ouais, c'est des échos que j'ai déjà eus, ouais. Moi, j'ai eu plusieurs refus. Alors, on ne vous disait pas, c'est parce qu'on ne prend pas les femmes, c'est juste parce que ce milieu-là n'était pas encore ouvert. Et à Paris, c'était un service qui était très masculin, très, moi je dirais, parisien. Alors, il faut pas vouloir les Parisiens, mais c'était ce qu'on recherchait à l'époque. Donc du coup, j'ai laissé Paris de côté. Je me suis plus orientée vers des chefs partout en France et un peu aussi à l'étranger. Ouais. Est-ce que chaque expérience que vous avez faite, est-ce qu'on peut revenir rapidement dessus, donc votre premier stage donc à la maison Bras, ensuite chez Michel Guérard. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris dans chaque qu'est-ce que vous en avez retiré, quels enseignements? Alors la maison Bras, j'ai appris déjà ce qu'était un restaurant étoilé, avec une cuisine singulière, avec un service, l'esprit famille aussi, j'ai découvert. Ginette qui était en salle. J'ai découvert cet esprit de famille au travail dans un restaurant étoilé. Donc ça m'a plu. La rigueur, énormément de rigueur, beaucoup d'exigences, une cuisine très singulière et qui sort un peu du cadre. À l'époque, c'est vrai que c'était complètement différent de ce que j'apprenais à l'école. Le service était différent, la cuisine était complètement différente. Sur le coup, on regarde beaucoup. Et c'est après qu'on réalise. Il faut quand même quelques années après, il y a des choses où j'ai réalisé. Parce que c'était trop nouveau. C'était trop nouveau et surtout pour moi, c'était vraiment nouveau. J'ai appris aussi cette notion de plaisir au restaurant où vraiment les gens, ils viennent pas que manger. Ils viennent passer un moment, c'est un moment de vie, c'est un moment de partage, c'est des moments de plaisir. Et ça m'a plu aussi. Et c'est un peu dans cette maison-là que j'ai découvert ça, que j'ai réalisé peut-être certaines choses plus tard. Chez Michel Guérard à Eugénie-les-Pins, c'était une maison qui était complètement différente parce que déjà c'est pas la même génération. Cuisine minceur déjà, on apprend ce que c'est la cuisine minceur avec un chef quand même qui a un certain âge par rapport à cette cuisine minceur, il était vraiment avant-gardiste. Oui. Et puis un service qui est complètement différent, avec plus de codes, un service plus traditionnel, mais qui s'intègre complètement à l'environnement dans lequel on se trouve. Et c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que dans toutes les maisons que j'ai faites, on est dans des ambiances qui sont différentes, avec des services différents, avec une cuisine, avec tout un établissement qui tourne autour d'un chef, d'un couple, d'une philosophie. Et ensuite, vous êtes allé chez Marc Vera, je crois. Oui, après je suis partie un peu en Savoie. Alors j'ai travaillé un peu à Verrier-du-Lac, très belle maison. Et ensuite j'ai fait Megève aussi à la ferme de mon père. Alors différent, puisque là c'était le chef-chef, il n'y avait pas de femme. Alors que la maison Bras, il y avait Ginette. Oui, il y avait les deux facettes finalement de la maison. Donc Ginette très présente en salle, c'était vraiment une maison à deux. La maison Guérard, il y avait monsieur et madame aussi, mais madame était plus, alors elle était plus dans le côté hôtellerie, comment est faite la maison, les fleurs qu'elle choisit, telle tapisserie, et bon, chacun avait sa partie aussi, donc mais différent. Alors que chez Marc Vera, il était seul aux commandes, donc différent aussi. Notre façon de gérer sa maison, quelqu'un qui pousse tout ce qui fait qu'il pousse à l'extrême, donc très intéressant, et en même temps c'est le chef où je suis restée le moins parce que ça me correspondait moins, j'ai le moins adhéré. Voilà. Et ce côté aller dans des régions finalement assez différentes, ça n'a jamais été un frein pour vous de vous dire je me lance et je vais dans un endroit où je connais potentiellement personne ou... Non, au contraire, je trouvais ça intéressant parce que ça nous permet de voyager, de découvrir des endroits qui sont superbes. Sinon, on pourrait peut-être pas forcément les découvrir. En tout cas, quand on est jeune, ça c'est sûr. Ouais. La montagne, je vous avoue, ça m'a plu moyennement. Fait un peu... C'est vrai que gratter la voiture à 2h du matin, voilà. J'ai moins adhéré. Voilà. Ensuite, vous êtes parti à l'étranger. Oui. En Angleterre, puis en Espagne, je crois. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Alors, après Marc Vera,
ben justement, j'ai essayé de tenter sur Paris, puis j'y suis pas arrivée parce que d'une, ils prenaient pas forcément les femmes, et de deux, il me manquait l'anglais. Et l'anglais, c'est vrai qu'à l'école, bon, voilà. Et pour apprendre une langue, c'est vrai que quand on n'est pas scolaire, ben, faut partir à l'étranger. Donc je suis partie en Angleterre, je suis allée dans un petit hôtel avec une étoile Michelin à Hambleton Hall. Mais quand même relais et château, non? Qui est relais Ouais, château, c'est tout ça. à fait. Donc un beau manoir en fait, perdu, magnifique, mais surtout ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait quasiment pas de français pour pouvoir apprendre l'anglais. Ce que j'ai fait parce que petit à petit, ben, ça vient. Et puis, j'ai envie de dire, c'est comme tout, hein, quand on force les choses, ben, forcément, au bout d'un moment, on y arrive. Donc, j'ai appris l'anglais. J'ai aussi appris une autre façon de travailler, puisque en Angleterre, on a fait des choses différentes. On est allé se servir dans des châteaux, des petites choses comme ça qui m'ont beaucoup plu. Et puis, ce rapport aussi avec une clientèle étrangère qui est pas pareil. C'est vrai que les codes sont pas tout à fait les mêmes. Donc, très intéressant aussi. Et après l'Angleterre, je suis restée 1 an. Et comme j'avais encore la bougeotte, j'ai décidé de partir en Espagne. Donc à l'époque, Martin Berasategui m'intriguait beaucoup. Donc je l'ai appelé et j'ai réussi à l'avoir au téléphone, ce qui est quand même Oui, c'est un peu ce qui est quand même assez rare d'avoir un chef 3 étoiles et en plus un chef étranger. Et puis moi, je parlais pas bien du tout, je parlais pas beaucoup espagnol et j'étais contente parce que lui parlait très bien français. Donc ça m'a un peu rassurée de l'avoir au téléphone. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, vous commencez dans 1 mois. Y a pas... Donc je suis rentrée d'Angleterre et je suis partie en Espagne. J'ai découvert le San Sébastien, le mode de vie espagnol, même si c'est à côté de la France, c'est quand même un peu différent. Une cuisine qui est complètement différente. Et pareil, lui travaille avec sa femme en salle, donc c'est quelque chose qui, je suppose, qui a dû m'inspirer au bout d'un moment. Ouais. Ouais. Oui, on y reviendra. Mais vous avez quand même, dans votre parcours, une grosse capacité d'adaptation Oui. et une détermination aussi. Parce que se dire, Oui. je parle pas bien anglais, donc je vais en Angleterre, Ouais. c'est pas rien. Oui, et puis je pense que c'est comme tout, mais quand on veut quelque chose, si on se donne les moyens, on l'a. On l'a. En tout cas, on essaye de l'avoir et au bout d'un moment, avec le travail, on y arrive. Donc oui, quand on parle pas bien dans l'anglais, on se dit, il n'y a pas 36 000 solutions. Hop, je pars en Angleterre. Donc j'ai pris ma petite 205, je suis partie, je traversais la France, j'ai pris le bateau, je suis arrivée en Angleterre, conduite à gauche, etc. Et puis c'est comme ça, en fait, c'est quand on est dans le bain qu'on se dépatouille, quoi. Mais oui, j'ai toujours persévéré. Ça, c'est... je pense que ça fait partie d'une de mes qualités. C'est la persévérance. Et c'est la persévérance, le travail, et au bout d'un moment, quand on est sûr et qu'on y croit, et ça arrive en voilà. fait, ouais. Ouais. Et ça, c'est des choses que vous recommandez à des jeunes qui se lancent? Oui. C'est vrai que l'autre jour, on m'a posé la question, si vous aviez un mot à donner pour les jeunes, pour une qualité à avoir, je dirais maintenant, c'est persévérer. Ouais. C'est... il faut pas baisser les bras. Quand on croit quelque chose, c'est pour tout, hein, quand on croit quelque chose, il faut continuer, il faut s'accrocher, et puis au bout d'un moment, ça finit toujours par payer. Oui, puis ce qu'on voit, c'est dans votre parcours aussi, je trouve, c'est les métiers de la salle sont moins médiatisés que les métiers de la cuisine. Et en fait, on voit bien à travers votre exemple que ce sont des métiers qui pourtant permettent de voyager, de vivre aussi des expériences assez incroyables. Oui, c'est un métier qui permet de rencontrer énormément de gens, des lieux magnifiques. C'est vrai que c'est un métier qui permet de voyager. On trouve du travail partout. Quand on est jeune, c'est très formateur, parce que ça nous permet aussi d'acquérir une expérience au-delà de l'expérience professionnelle, parce que c'est aussi une expérience de vie quand on voyage. Donc ça, c'est super. Et c'est un métier où on rencontre plein de gens, alors avec les plus les moins, mais c'est un métier où on se lasse pas. C'est toujours, tous les jours sont différents. Tous les jours on va rencontrer des gens qui sont différents. Tous les jours on va avoir des challenges différents. Et voilà, c'est pas monotone. C'est vrai qu'on s'ennuie pas. Là, je crois qu'on est à peu près en 2004 et vous décidez de revenir en France. Pourquoi ce retour Ça faisait quelques années que je vadrouillais.
Et donc j'étais à un poste de chef de rang jusque-là. Et en 2004, j'avais envie de passer un petit peu le cap, puisque mon poste de chef de rang était confirmé. Je parlais anglais, je parlais espagnol, j'avais fait des belles maisons. Je sentais que ça y est, mais mon expérience commençait à être un peu plus reconnue. Je me sentais aussi prête. Et je me suis dit, et puis j'avais aussi envie de poser un peu mes valises, parce que les déménagements, c'est chouette, mais plus on déménage, plus on a de choses, et plus ça devient compliqué. Et j'avais aussi envie de passer ce cap de chef de rang. Et pour le passer, il fallait aussi que j'arrive à poser les valises quelque part pour pouvoir aller chercher la place au-dessus, qui était la place... un petit peu aussi, dans la durée. Et donc là, vous arrivez à la réserve de Beaulieu. Exactement. Comment est-ce que ça s'est fait, cette opportunité-là, pourquoi de cette région-là ? Alors, la région, c'est vrai que moi, j'ai toujours été attirée par le sud. Alors, je suis aveyronnaise d'origine, mais même si j'y suis née, je dis j'y vivrai plus, parce que l'hiver est trop long, c'est-à-dire qu'on sait toujours quand ça commence, mais on sait jamais quand ça finit. Et le sud m'attirait beaucoup. Je préfère le soleil à la neige. Donc, et puis, c'était une région que je n'avais pas fait. Et j'ai envoyé des candidatures un peu comme ça, spontanées. J'ai passé différents entretiens, et quand j'ai passé mon entretien à la réserve de Beaulieu avec Roger Ed, ça s'est très bien passé. Quand je suis rentrée dans cette maison, je l'ai senti en fait. Je sentais que c'était ici. Oui. Et puis l'entretien s'est très bien passé. Et j'étais embauchée un mois après, et puis c'était parti pour une nouvelle aventure. Moi, j'ai quand même fait 8 ans. Et puis c'est une maison, une maison de patron, avec un petit palace avec certaines chambres. Mais ce côté aussi, j'ai jamais aimé les grosses structures. Je me suis toujours plus épanouie dans les petites structures, où les choses restent ce côté un peu familial. Ouais. Donc là, c'était haute gastronomie, hôtellerie de luxe, mais à échelle humaine. Exactement. Exactement. Et c'est aussi à la réserve de Beaulieu que vous rencontrez le chef Dimitri Droineau, qui deviendra votre mari. Exactement. Donc, rencontre de Dimitri en 2006. On a fait un petit break tous les deux dans les Caraïbes, à Saint-Barthélemy, puisque à un moment donné, on avait besoin de couper, un peu plus lui que moi, mais je l'ai suivi à Saint-Barthélemy. Ça fait du bien aussi de changer. C'est vrai que moi, j'avais toujours été dans la gastronomie, et de se retrouver à servir en thon, c'est ça fait un peu bizarre au départ, mais on s'y habitue. Je pense que de temps en temps, on a besoin de ça, de breaker et de se dire, bon ben voilà, hop, je pose un peu le cerveau quelque part, je l'utilise différemment, je fais une pause, et puis ça prendra le temps que ça prendra, et puis on est rentré 1 an et demi après en France. Et justement, ça c'est aussi de votre expérience quelque chose que vous recommanderiez ? C'est-à-dire quand on voit que Moi, je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Il y a certaines choses, bien évidemment, il faut persévérer, donc on n'a rien sans rien. Je dis souvent, notre métier, au départ, c'est comme une maison, on fait les fondations. Donc au départ, on commence à faire ses fondations. Les fondations, si elles sont pas bonnes, on ne peut pas monter les étages. Donc des fois, il vaut mieux aller un peu plus doucement au départ, faire son expérience sur des bases qui sont saines, prendre des fois un peu plus le temps, et puis après, une fois qu'on commence à monter les étages, on peut les monter très haut. Mais au départ, il faut quand même laisser le temps au temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite dès le départ. Il faut apprendre le métier, et pour apprendre le métier, il faut se laisser le temps. C'est l'expérience qui vient petit à petit. Et après, on monte les étages. C'est un peu ça. Donc, quand on a son expérience, sa formation, et qu'on a besoin d'un break, il ne faut pas forcer. Des fois, il faut se dire, c'est pas grave. Je perds 1 an, je perds 2 ans. J'ai besoin d'un break, j'arrête tout. Ça permet aussi de poser les choses. Et puis, quand on repart un peu plus sereinement, et on sait un peu plus où on va. Et en plus, ça montre que rien n'est irrémédiable. C'est-à-dire que vous n'avez pas perdu votre carrière dans cette... Non, il n'y a pas de mauvais choix. Voilà. Ça, il n'y a pas de mauvais choix. Les choix qu'on fait, il faut les assumer. Mais
on peut toujours revenir, repartir. C'est un métier qui nous laisse quand même beaucoup d'espace, de place et d'opportunités. Après, c'est à nous de les saisir ou pas. Mais il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste qu'au départ, je pense que les choix sont quand même importants. Au départ, il faut quand même se laisser un peu de temps, faire les bons choix et pas presser les choses. Voilà. Donc ensuite, au bout de 1 an et demi, 2 ans, vous Oui. revenez... On est rentré de Saint-Barth, on est reparti à la réserve. À la réserve de Beaulieu, c'est Exactement. Puisque la place de chef avait été proposée à Dimitri. Donc, retour à la réserve. Moi, j'assistais monsieur Roger Aide à l'époque en tant que sous-directrice au restaurant. On a fait quelques années, mais on avait quand même cette envie d'entreprendre. Donc, entre-temps... ça a toujours été quelque chose... vous avez toujours eu cette envie? Oui, j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre, d'être chez moi. Mais quand on fait le métier de la salle, c'est pas facile non plus parce que les gens, ils viennent manger au restaurant. Donc même si le service et l'accueil est important, la chose première, c'est quand même venir manger. Donc l'un va pas sans l'autre. Mais quand on est dans le métier de la salle, c'est pas évident d'avoir un projet en se disant j'ai envie d'avoir mon propre établissement. Ouais. Donc la rencontre de Dimitri a poussé ça. Et puis l'avantage et la force qu'on a, c'est qu'on a fait tous les deux notre formation avant. Et on a fait une formation qui est différente, mais toujours dans la haute gastronomie. Donc on a tous les deux des parcours de chef patron, des parcours on a tous les deux un parcours 3 étoiles. Donc quand on s'est rencontrés, cette envie d'entreprendre était là et on savait ce qu'on voulait et on savait comment on allait le faire. Tout n'était pas dessiné, mais il y avait des choses, pour nous, c'était une évidence. Voilà, on n'avait pas besoin de se poser la question, il y avait des choses où ça coulait de source. Ouais. Et comment est arrivée dans votre vie la Villa Madi? Alors, la Villa Madi, donc 2000, je sais plus, 2009, on rentre de Saint-Barth, on fait un petit bout de temps à la réserve. Et c'est Arnaud Donquel qui nous dit... donc écoute, un chef 3 étoiles aussi. Oui, et qui travaillait alors anciennement à la Pinède, maintenant Cheval Blanc. Et qui nous dit, écoute, j'ai visité une maison à Cassis, un restaurant au bord de l'eau. Moi, j'y vais pas parce que j'ai quelque chose à faire à la Pinède et je sens que voilà, j'ai quelque chose à faire là. Mais... on va visiter cette maison avec Marielle. Donc il dit ça à Dimitri, il dit va visiter cette maison avec Marielle parce que je pense que ça va vous plaire. Donc on arrive à la Villa Madi et la première fois qu'on est arrivé ici, on va sur la terrasse et on se regarde et on se dit oui, c'est là. C'est là, voilà, c'est une évidence, on va poser nos valises ici. On n'a pas besoin de faire 8000 km pour avoir des petits coins de paradis. Et oui, ça a été une évidence. À l'époque, je ne vous cache pas qu'on n'a pas trop regardé les chiffres. On a surtout regardé ce qu'on pouvait faire de cet endroit. Et justement, vous vouliez en faire quoi? C'était quoi l'ambition ici? C'était avoir notre propre restaurant. On ne parlait pas d'étoiles, même entre nous, on ne parlait pas d'étoiles avec Dimitri. Alors, bien sûr que quand on sort d'un parcours étoilé... oui, c'est rarement pour faire de la brasserie. Mais... On ne voulait pas en faire une brasserie, c'est sûr, mais on ne se voyait pas non plus 3 étoiles ici. Bien sûr qu'on l'avait dans un petit coin, mais c'était un restaurant 1 étoile, hein, je crois, quand vous avez repris. En 2013, quand on a repris, ils avaient 1 étoile en 2008. Donc quand on a repris l'établissement, les choses se sont faites, donc nous on a foncé, on s'est dit ok, Yahoo, allez hop, on y va. On arrive ici, on informe le guide Michelin qu'on reprend la Villa Madi, qu'on quitte la réserve de Beaulieu. Justement pour ça, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le process, à quoi ça sert quand on reprend une maison déjà étoilée de se tourner vers le guide Michelin pour dire voilà, nous on reprend? C'est-à-dire qu'il y avait 1 étoile ici, et qui était maintenue depuis 2008. Donc nous, quand on reprend avec notre nom. Donc on informe le guide Michelin pour leur dire, en gros, venez voir, parce que est-ce qu'on va garder l'étoile, est-ce qu'on va pas la garder, on ne savait pas. Donc il fallait quand même les informer de notre arrivée. Et donc en 2013, on les informe qu'on arrive et qu'on reprend la maison.
Parce que Voilà. les étoiles sont rattachées à l'établissement et pas au chef. Donc en fait, C'est un peu les deux. Ouais, C'est vrai que c'est pas évident à comprendre, mais les étoiles sont attribuées au chef dans l'établissement. Voilà. Donc en fait, on part pas par exemple dans un autre endroit avec ces étoiles. Non. On recommence à zéro quelque part. Oui. Et donc là, il y avait ce terrain favorable puisque la maison était déjà étoilée, mais l'idée était que le guide Michelin vienne nous voir. Et puis, oui, ils viennent nous voir. Et puis, on avait aussi envie de leur montrer qu'on était là. Et puis, qu'ils viennent voir un peu ce qu'on faisait. Donc, 2013, on a été visité. Et puis, en 2014, quand le guide sort... Quand le guide sort en 2014, on se demande si on va garder l'étoile ou pas. Quand on a repris la maison en 2013, donc Hugo, il avait un mois. Je veux bien qu'on revienne là-dessus, parce que ça veut dire que vous avez... nous, on a tout fait en même temps. C'est ça. En gros, vous étiez enceinte quand vous avez racheté... Oui. Quand on a décidé de reprendre la Villa Madi, quand ça s'est fait, j'étais enceinte. Mais ça, c'est pas anecdotique, je trouve, parce que c'est un vrai sujet, la maternité et la parentalité, quand on est dans ces métiers de cuisine et de salle. Oui, parce que quand on est une femme, forcément, on se pose la question à un moment donné, quand on a envie d'avoir des enfants, à quel moment les avoir ? Alors, il n'y a pas de moment... Non, il n'y a pas de moment idéal, ça n'existe pas. Je suis pas la première, je serai pas la dernière. Nous, on a tout fait en même temps. Bon, ça s'est fait. Je vous cache pas qu'au départ, c'était quand même très compliqué. Heureusement, ma mère, elle était là. Oui. Donc, elle m'a donné un petit coup de main parce que nous, on n'a pas de famille à Cassis, on connaissait personne. Moi, j'arrivais avec Hugo qui avait un mois. Le premier enfant, on est quand même un peu inquiète et on n'a pas envie de le donner à n'importe qui. Et puis, on avait quand même beaucoup de travail qui nous attendait. Oui. Il y avait tout à faire dans cette maison. Voilà, il y avait tout à faire. Donc, j'ai demandé à ma maman qui était juste à la retraite. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux venir me dépanner et venir me donner un petit coup de main au départ, au moins les premiers mois. Bon, elle est restée un an. Donc, en fait, il faut trouver un système, une organisation personnelle. Oui. Où on se sent, on est. C'est quand même très compliqué parce que on travaille le soir, on travaille les week-ends et on travaille quand même beaucoup et on n'a pas des horaires de bureau où on peut mettre notre enfant à la crèche. Enfin, si moi je le mets à la crèche, c'est un tiers de la semaine, c'est-à-dire qu'il faut gérer encore le soir, il faut encore gérer les week-ends. Donc, quand on reprend une entreprise où on passe sa journée et la moitié de sa nuit ici, si on n'est pas aidé, on n'y arrive pas. Parce que ma mère, elle gérait bien sûr Hugo, mais elle gérait aussi toute la partie organisation de la maison qu'on ne parle jamais, c'est-à-dire le linge, la cuisine, l'entretien de la maison, les papiers, enfin, tout ce qui est à côté, qu'on ne parle pas, mais qui est là, quoi. Oui. Tout à fait. Donc ça, merci maman, parce qu'on n'y serait pas arrivé. Parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez, la fatigue, elle vous gagne, vous avez trop de choses. Et puis là, on a besoin d'être aidé. Donc, quand on a la famille qui nous donne un petit coup de main, voilà, ça participe aussi à l'évolution du restaurant, c'est sûr. Et si on revient un peu sur les ambitions ici, donc voilà, c'était pas forcément des étoiles, mais vous vous y étiez pas dit on va aller chercher 3 étoiles, même si c'est ce que vous avez finalement fait en moins de 10 ans. Oui. En 2014, là, la question se pose, est-ce que l'étoile qu'avait déjà l'établissement va être confirmée ? Exactement. Et donc, du coup, un gros coup de stress parce que nous, on était à fond dans la Villa Madi, on avait tout repris, on était vraiment dans notre projet et puis avec les hauts et les bas d'un restaurant. Donc, c'est vrai que quand le guide est sorti, on sort un peu la tête du guidon et on se dit waouh, est-ce qu'on va garder cette étoile ou pas ? Et on a une deuxième. Voilà, donc deux d'un coup. En 2014, grosse pression et un gros soulagement en même temps. Oui. C'est vrai que cette deuxième étoile, elle est arrivée au bon moment parce qu'on reprenait la maison et les chiffres étaient catastrophiques. Et ça, on ne les avait pas trop regardés, mais au fur et à mesure, on s'en est bien aperçu. Et
Et ben c'est là, hein, donc faut faire avec. Donc cette deuxième étoile, elle nous a vraiment aidé parce qu'elle nous a amené 30% de clients en plus, 30% de chiffre d'affaires en plus. Donc financièrement, dont vous aviez besoin. Voilà, financièrement, ça lève quand même un poids. Et ça nous a permis aussi de continuer dans notre projet. Petit à petit, on a fait évoluer la maison, on a repensé la brasserie, on a affiné les choses au fur et à mesure. On a recruté, on a des gens qui nous ont rejoints, qui ont compris l'esprit qu'on voulait donner à cette maison. Et c'est des gens qui nous ont bien aidés et, Oui, qui se sont investis à vos côtés. Voilà. On a des gens qui sont investis à nos côtés et qui nous aident aussi à faire évoluer cette maison. Voilà. Et est-ce que ces 2 étoiles d'un coup en 2014, est-ce que vous l'avez aussi pris comme la validation finalement de ce que vous aviez commencé à mettre en place, même si c'était encore assez frais? Oui, et on l'a pris un peu comme une validation, et en même temps, c'est jamais acquis, quoi. C'est une remise en question. Tous les ans, il faut se... Oui, et même tous les jours. Midi, soir. Donc, il n'y a rien d'acquis dans la vie, c'est comme tout, et on ne peut pas vivre sur ses acquis, sinon on n'avance pas. Il y a une remise en question qui doit être permanente, et c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, c'est comme ça que nous, on voit les choses, que ce soit bon, que ce soit Dimitri. C'est un ensemble de choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la cuisine, il n'y a pas que le service. Il faut donner à cette maison, il fallait lui donner une âme aussi. Il fallait vraiment qu'on ait une réflexion sur nous, sur ce qu'on voulait donner ici. Et ça se fait pas en un an, ça se fait en plusieurs années. Oui. Est-ce que la manière dont vous travaillez ici, qu'est-ce qu'elle a de spécifique à cette région ? Parce qu'on peut se dire, la cuisine, il y a forcément un lien avec le terroir. Est-ce que quelque part, vous, ça a une influence aussi, cet endroit, sur votre manière d'exercer ? Oui, alors forcément la cuisine, elle est en lien avec et en accord avec le lieu dans lequel on se trouve, mais le service aussi. Et l'accueil, le service aussi, je dis toujours, doit être en accord avec le lieu dans lequel on se trouve. Donc on est dans le sud, on doit avoir aussi, forcément, plus on descend dans le sud, plus on a ce côté un peu plus chaleureux, convivial. Je dis toujours aux gens qui viennent rejoindre l'équipe, je leur dis, on doit avoir un service qui est en accord avec le lieu. C'est-à-dire qu'ici, on est un peu hors du temps quelque part, et les gens viennent aussi chercher ça, ce côté simple, avec des attentions, un sourire, un mot gentil ou pas. Il faut vraiment, à chaque personne, il faut un peu, pas la juger, mais la regarder et savoir qu'est-ce qu'elle vient chercher chez nous. Alors bien évidemment qu'elle vient manger à la Villa Madi chez Marielle et Dimitri, mais des fois pas que. Elle vient aussi des fois chercher autre chose. Elle vient peut-être chercher un conseil sur le vin. Elle vient peut-être chercher un dialogue sur ou une conversation ou des mots sur je sais pas, un certain sujet, un producteur, et ou des fois juste passer quelques temps avec une personne qu'elle aime et elle veut pas être dérangée. Il faut vraiment s'adapter. Et ça revient à ça, c'est s'adapter. Il faut vraiment s'adapter à chaque personne. Et ça, c'est le point, je trouve, qui est fort. Et aussi, je veux qu'on ait un service et un accueil qui soit bienveillant et simple. Je veux pas du tout un service guindé. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui ne colle pas du tout à la maison, qui colle pas du tout à notre façon de voir les choses. Les gens, ils viennent passer un bon moment, ils viennent, ils reviennent aussi pour ça. C'est parce que ils viennent aussi un peu comme s'ils étaient dans leur deuxième maison, quoi. C'est un peu ça qu'ils viennent chercher chez nous, je pense. Et ça veut dire que quand vous recrutez, est-ce que chez des personnes qui sont passées avant dans d'autres belles maisons, chez vous, ils doivent désapprendre, entre guillemets, ce côté formel qu'on peut avoir dans certains restaurants de même 3 étoiles ailleurs, ça peut être à Paris, ça peut être dans d'autres établissements. Moi, je dis, chaque établissement, je peux prendre mon exemple où moi j'ai travaillé chez la Maison Bras et après j'ai fait chez Michel Guérard. C'est pas du tout le même service. Dans chaque entreprise, on apprend une méthode, une expérience, c'est à chaque fois c'est différent.
l'une ne se sert à l'autre et ne dessert pas en même temps. C'est-à-dire que ce qu'on apprend, il y a des choses qu'on va pouvoir les mettre en pratique et puis d'autres, on va juste les laisser un petit peu de côté pour pouvoir s'en servir plus tard. Ouais. C'est une formation. Oui. En fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Et... Non. Ouais. Okay. Non, et en même temps, c'est vrai que chaque entreprise a son mode de fonctionnement. Après, un restaurant, on a quand même tous des bases qui se ressemblent. Après, on peaufine, c'est des petites choses qu'on peaufine plus d'un côté que de l'autre par rapport à la maison dans laquelle on travaille. Et est-ce que aussi le fait d'être dans le sud, alors vous avez une sublime terrasse. Oui. Est-ce que ça, le service est différent en extérieur qu'en intérieur? Oui. Tout à fait. Le service est différent à l'intérieur qu'en extérieur. On le voit parce que l'hiver, quand on est en novembre et qu'il fait noir et qu'il fait nuit de bonne heure, forcément, le service ne sera pas du tout le même que quand on est à l'extérieur et que vous mangez sur la terrasse, si vous êtes en face de la mer ou vous avez la mer en face de vous à 180 degrés. Quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes plus... Alors déjà, vous êtes un peu plus peut-être concentré sur l'assiette. Et aussi, vous êtes plus concentré sur tout ce qui se passe autour. Oui. Donc, le service n'est pas le même. On n'a pas la même chose. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui diffèrent, mais c'est les petits points qui vont être un peu différents. C'est intéressant. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur l'ouverture du restaurant, dans le sens où, ici, vous êtes ouvert à l'année. Oui. Alors que dans le sud, il y a pas mal d'établissements qui sont ouverts qu'en saison. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était un choix économique ou est-ce que c'était pour, je ne sais pas, s'ancrer dans un territoire? Ouais. Les deux. C'est vrai que quand on a repris la maison, on a fait différentes études. On a essayé de voir si c'était rentable d'avoir cet établissement dans le saisonnier. Ça ne l'était pas, mais moi, c'était quelque chose qui ne me plaisait pas non plus parce que... être 7 mois où on est à fond et on fait que ça, et 5 mois où on fait plus rien, c'est quelque chose qui me convenait pas. Quand on a une vie de famille, c'est plus simple d'avoir quelque chose qui est plus régulier, un peu plus posé. Et puis, il y a aussi une période de formation où les gens, on essaye de les embaucher l'hiver, on les forme, ça prend du temps. Il faut qu'ils comprennent la maison, comment on travaille, il faut comprendre la cuisine, il y a quand même beaucoup de choses à intégrer avant d'arriver à l'été où là, il faut être performant. Et c'est vrai que sur les établissements saisonniers, c'est quand même plus difficile. Et puis d'embaucher sur la saison, on n'est jamais sûr d'avoir des salariés, alors que quand on embauche sur l'année, des fois c'est un peu plus facile à garder. Oui, ok. Et si on revient un petit peu aussi sur sur l'année 2022, qui pour vous a été une année hyper importante, oui. puisque c'est l'année où vous avez obtenu 3 étoiles. Oui. Moi, ce que j'ai retenu au-delà de la distinction, c'est que les 3 étoiles, c'est comme si elles vous avaient été attribuées à tous les deux. Oui. Vous êtes montés tous les deux sur scène, avec votre mari, sur la scène de Cognac. Voilà, de Cognac, de la cérémonie du guide Michelin. C'était un grand moment d'émotion. Est-ce que vous voulez bien revenir dessus pour nous? Alors oui, c'est un grand moment d'émotion parce que c'est unique. C'est vrai que le guide Michelin nous avait conviés d'être là tous les deux. Je ne vous cache pas qu'avec les enfants, c'est toujours pas facile de se libérer, surtout qu'ils sont encore petits et que faut gérer l'organisation, et quand on n'a pas de famille autour, des fois c'est pas évident pour la nounou non plus. Et donc le fait d'y aller tous les deux, on était contents de s'échapper, de participer à la cérémonie. Alors on a beaucoup de choses en tête, quand on y va, on se dit peut-être une étoile verte, peut-être un prix du service, peut-être pas. On espère toujours quelque chose, c'est normal. Et quand on est appelés tous les deux sur scène, oui, ça fait bizarre parce que on réalise et en même temps on réalise pas. Il y a tout tellement qui va tellement vite. Et Dimitri a toujours parlé de Marielle Dimitri à la Villa Madi. Il m'a toujours mis en avant. D'ailleurs, c'est vos deux noms, sur, même quand on arrive, parce que là on enregistre sur place. C'est un projet à deux. Je pense que ça a évolué où maintenant c'est pas que le chef. Maintenant c'est un restaurant. Et un restaurant, ce n'est pas qu'un chef. Un restaurant, c'est surtout quand on le crée à deux comme nous,
C'était vraiment nous, c'était un projet de vie. On a participé tous les deux à la réussite de cet établissement. Alors plus, je ne vais pas dire plus Dimitri que moi, c'est pas ça, mais chacun avait, si vous voulez, on avait chacun nos affinités. Après, quand on a eu des enfants, je me suis peut-être un peu plus occupée des enfants. Mais comment dire, tout ça, c'est un ensemble, c'est un projet de vie, c'est une histoire à deux. Et quand on monte tous les deux sur la scène, c'est la récompense du travail de tous les deux. La majorité du temps, c'est vrai que les chefs ont été appelés seuls. Oui. Et on est les premiers à être montés tous les deux sur scène. Laurent Petit, quand il a eu sa 3e étoile, il a fait monter Avec sa femme Martine, ouais. Ouais, il a fait monter Martine. Et là, cette année, Alexandre Couillon et sa femme Céline. Oui. Et tous les 2 étoiles, c'était des couples. Oui. Donc, et tous les couples sont montés tous les 2. Oui, c'est le travail d'un couple. C'est pas que le travail d'un chef. Comment dire, je suis pas la femme de Dimitri. Je participe à la Villa Madi. Tout à fait, ouais. Je participe au restaurant. C'est aussi mon projet de vie. C'est quelque chose qu'on partage tous les deux, tout le temps. Et oui, c'est vrai, quand on est monté sur scène à Cognac, oui, il y avait beaucoup d'émotions, évidemment. Évidemment, même si moi je suis devant tous les jours, j'étais pas du tout à l'aise sur scène. C'est pas du tout. Ouais. Non, c'était. On réalise un peu après, hein, je pense. Tout va tellement vite. Sur le coup, on le réalise et en même temps pas. Et puis après, quand on rentre à Cassis, quand on réouvre le lendemain, c'est pas pareil quand même. Hein. Et justement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que 3 étoiles change? Parce que ça vient quelque part récompenser votre travail à tous les deux. Oui. Et on peut se dire, on peut souffler derrière, mais non, en fait, non. Non. Alors, on souffle pas derrière, et en même temps, c'est pas acquis. Les gens m'ont dit, voilà, c'est 3e étoile, ça va être un stress supplémentaire, c'est une pression. Et en fait, pas du tout. C'est bizarre, hein, mais je vais pas dire que c'est un peu un apaisement. C'est quelque chose que les gens me disent, 3 étoiles, c'est de la pression, vous regrettez pas? Ben non, pas du tout. Enfin, on a bien cherché, quoi. Ouais. Donc on est bien content, on est ravis, et en même temps, c'est un peu comme un soulagement, c'est-à-dire que quand on l'a eu, cette 3e étoile, je ne vais pas dire qu'on était prêt, mais en tout cas, on était assez serein pour la recevoir. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc finalement, j'apprenais énormément au départ. Et puis, la vie continue. On continue à faire la même chose, on se remet en question, on fait plaisir aux gens. On continue à faire ce qu'on sait faire. Oui. Voilà, tout simplement. La pression, bien sûr, le trac, oui, la pression, non. Et concrètement, par rapport à 2 étoiles, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça veut dire une 3e étoile, plus de fréquentation, plus de réservations, des clients plus exigeants? Enfin, qu'est-ce que ça... Alors, des clients plus exigeants, je sais pas si je dirais ça. C'est sûr que quand on vient dans un 3 étoiles, on a plus d'attentes. Mais quand on est à 2 et qu'on veut aller plus haut, j'ai envie de dire, on fait déjà son travail, pas au maximum, mais du mieux qu'on peut. Donc cette 3e étoile, elle est venue récompenser ce travail-là. Je pense que si on nous l'a donné, c'est parce qu'on la vaut, par la régularité, par beaucoup de choses. La 3e étoile, par contre, oui, c'est une reconnaissance pour notre travail, etc. Mais c'est aussi, pour l'activité du restaurant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus régulier. La 3e étoile, l'année dernière, oui, 3e étoile, ça a été la folie. Je crois que le soir de la 3e étoile, on a eu 200 demandes de réservation. Forcément, on est trop content, et en même temps, on ne peut pas dire oui à tout le monde. Donc, on fait au mieux. En tout cas, notre restaurant a été complet tout le temps. Quand on a repris la Villa Madi, on était obligé de monter à 70 couverts l'été, parce que l'hiver, on ne les avait pas. Donc, il fallait amener du chiffre. Que l'été compense l'hiver. Voilà, exactement. Et cette 3e étoile, elle régule tout. On a autant de demandes de l'hiver que l'été. Notre restaurant, alors forcément, on a un peu plus de demandes l'été, parce que
on est à Cassis et que les gens veulent venir nous voir et manger sur la terrasse quand il fait beau, plus que quand c'est l'hiver. Mais ça permet quand même un confort de travail, puisque maintenant on bloque à 40 midi et soir, et c'est mieux pour nos clients, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour nos employés, on fait un meilleur travail. Ça, c'est vraiment un confort de travail. Cette 3e étoile, c'est un confort de travail. Ouais. Donc ça attire plus de clients, mais d'un autre côté, ça vous permet aussi de refuser un peu pour limiter, pour profiter, pour donner aux clients une meilleure expérience, un meilleur moment. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours essayé de faire, même quand on avait des problèmes de personnel ou j'avais pas de personnel. On a toujours limité nos couverts pour le bien de nos clients. La régularité, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu et qu'on a toujours mis en place. Alors au début, ça a été un peu compliqué parce qu'on avait besoin de faire du chiffre, mais petit à petit, on a essayé quand même de mettre les choses en place. Les choses se sont posées et on a réussi à caler et justement à limiter nos couverts pour la qualité de notre cuisine, de notre service, du moment, quoi. Et à l'heure actuelle, on sait qu'il y a un peu une crise des vocations. Enfin, c'est compliqué de recruter dans les métiers de la restauration, en cuisine et encore plus en salle. Est-ce que justement, le fait de travailler sur les conditions de travail, c'est quelque chose qui vous semble une clé pour... Oui, alors c'est un ensemble. C'est un métier où, déjà, je pense qu'il faut, comme tous les métiers, il faut aimer ce qu'on fait. C'est un métier où on peut évoluer, où on peut prendre beaucoup de plaisir. Et c'est un métier en tout cas, le service... Alors, la cuisine, elle est très montrée dans certaines émissions. On voit les chefs un peu en star, entre guillemets, pas tous. Hein. Mais c'est vrai que la cuisine a une image qui est... qui a été glamourisée. Enfin, voilà, qui exactement. Est très, le service, on n'a pas eu de Top Chef, donc forcément, c'est... Enfin, pas encore. C'est un métier où on peut aussi bien évoluer et puis prendre beaucoup de plaisir parce que c'est un métier qui ne se limite pas au service. Je pense qu'il faut aller chercher au-delà. Comme je dis, c'est des moments de vie qu'on donne aux gens. On participe à des moments de vie et ça va au-delà du simple service. Mais côté employeur, parce que vous avez aussi cette casquette-là, oui. Comment est-ce que vous travaillez sur l'attractivité finalement Alors, nous, c'est sûr que on est à Cassis, donc déjà, ça aide un peu plus. C'est plus facile de recruter, puisque moi, la première, je suis venue dans le sud, parce qu'il y a une question de climat qui est plus agréable. Nous, on a travaillé aussi depuis le début avec Dimitri sur l'organisation et puis l'ergonomie au niveau du travail. On a travaillé beaucoup là-dessus. Et aussi sur l'aménagement du temps de travail, où maintenant on ferme 3 jours par semaine, on travaille 4 jours, on ferme 3 jours, les gens ont 3 jours consécutifs, alors les 4 jours, oui c'est à fond, mais ça fonctionne plutôt bien, en tout cas pour l'instant. Ok. Et si on sur cette côté gestion d'entreprise, parce que vous avez été salarié dans des grandes maisons pendant une partie de votre carrière, aujourd'hui vous êtes patronne. Qu'est-ce qui vous a surpris en devenant chef d'entreprise ? Dans le bon sens ou dans le mauvais ? Les deux. Est-ce qu'il y a des choses, des aspects que vous préférez ? Alors, l'aspect que je préfère en tant que patronne, c'est organiser et puis faire un peu pas ce que j'ai envie, mais comme je sens les choses. Ça, c'est le côté que j'aime bien. Et en même temps, le fait d'avoir été employée avant et d'être présente au quotidien, c'est qu'on ne peut pas demander l'impossible. C'est-à-dire que nous, on sait exactement ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, puisqu'on l'a déjà fait. Vous avez exercé ce métier, c'est votre métier d'origine. On l'a déjà fait, donc comme je le dis, si on vous le demande, c'est que c'est possible et c'est que c'est faisable et que moi, je peux le faire. Donc, si moi, je peux le faire, vous pouvez aussi, donnez-vous juste les moyens. Qui est un peu plus dur parce que après je commence aussi à rentrer un peu, pas dans l'âge, mais ça fait plus de 20 ans que je travaille et que je fais ce métier. Maintenant, ce qui me surprend un peu, c'est plus dans le côté où il faut éduquer certaines personnes. Moi, j'ai appris des choses par mes parents et j'ai l'impression que maintenant, les gens, il y a des choses qu'ils n'ont pas appris et c'est à l'entreprise de leur apprendre. Et ça, c'est un peu compliqué. En termes de savoir-être, c'est ça Oui, de savoir-être, de savoir-vivre. De savoir-vivre surtout. Il y a des choses qui ont été zappées
Donc on se retrouve, nous, après l'école, à devoir faire cette formation, alors qu'elle ne fait pas du tout partie de la formation Mm. de l'entreprise. Et est-ce que vous constatez potentiellement la même chose chez les clients? Parce que les clients, forcément, il y a les clients qui ont, je sais pas, 60, 70 ans, mais maintenant vous avez aussi des clients plus jeunes. Est-ce Oui. que vous adaptez est-ce que c'est un challenge de vous adapter à une clientèle qui rajeunit aussi? Alors oui, on s'adapte et puis la société évolue, donc il y a beaucoup de choses qui évoluent avec la société. Nous, on s'adapte et aussi en même temps, les clients s'adaptent et en même temps, on rééduque entre guillemets nos clients. C'est-à-dire que quand on venait avant au restaurant, on pouvait venir n'importe qui, n'importe quand, avec n'importe qui, à n'importe quelle heure, n'importe comment. Maintenant, c'est vrai que déjà le restaurant il est plus ouvert 7 jours sur 7. On est obligé d'avoir des jours de fermeture. On a aussi des heures de fermeture, des heures d'arrivée. C'est vrai qu'avant, quand on prenait une réservation, les gens tout le monde arrive à 12h30. Et là, il a fallu commencer à instaurer des heures pour le confort de nos clients, pour faire un meilleur travail. Tout ça, il a fallu. Il y a des choses comme ça qu'il a fallu mettre Parce que en vous ne pouvez place. pas servir tout le monde en même On ne peut temps. pas accueillir tout le monde en même Oui. temps. C'est pas possible. Donc on a travaillé aussi sur ça, sur un peu l'organisation, sur dire aux gens, donner des heures d'arrivée. Donc ça, on a travaillé là-dessus. On a travaillé aussi sur de ne pas tout le temps dire oui à tout, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et en même temps, maintenant, on est obligé de s'adapter sur certaines choses avec toutes les allergies, les intolérances. Ça, c'est vrai que c'est... Ça, c'est un challenge par rapport au début de votre carrière. Vous Ouais. voyez ça de manière... Enfin, ça prend de l'ampleur? Oui, ah oui, énormément. Énormément, et les gens ne se rendent pas compte, je pense. Le problème, c'est que si vous voulez, quand vous avez une personne qui est intolérante ou allergique à certaines choses, si l'intolérance ou l'allergie est trop importante, elle met en danger les 39 personnes qui vont manger dans mon restaurant, en danger dans le sens où, si vous voulez, elle va demander tellement d'attention parce qu'on va lui faire un menu spécial, parce qu'on va essayer de faire mieux pour qu'elle passe un bon moment et adapter en fonction de ses allergies ou ses intolérances alimentaires. Mais si vous voulez, quand vous en avez une, ça va, mais quand vous en avez plusieurs, c'est le service qui est des fois en difficulté et du coup, si vous voulez, ça peut être compliqué parce qu'on ne peut pas, pour une personne, pénaliser les 39 autres. Oui. Pénaliser dans le fait où... du coup, ils ont moins d'attention. Voilà. Ouais. Voilà. Ça a évolué. C'est vrai que les allergies, les intolérances, il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Il y avait quelques allergies, mais c'était assez rare. Il y a 20 ans, on venait au restaurant en costard, cravate. Et dans les premiers restaurants où on a fait avec Dimitri, quand on était jeune et qu'on a pu s'offrir en 3 étoiles, on est allé, donc Dimitri m'avait invité dans un 3 étoiles. On arrive et il était en chemise, pantalon et veste de costume, mais il n'avait pas de cravate. Et on lui a prêté une cravate puisque la cravate était obligatoire. Donc forcément, quand on est arrivé dans le restaurant, il laissait sa cravate. On a commencé à manger et puis paf, il s'est taché sur la cravate. Et il m'a dit, tu vois, quand on aura un restaurant, ça on peut pas l'imposer aux gens parce que on a besoin d'être bien. Quand on est au restaurant, on peut pas, si on est stressé, on peut pas bien manger. Le problème, c'est que maintenant, on est passé dans un autre extrême. C'est qu'il faut dire aux gens de ne pas venir en tongs et en short quand on vient manger dans un 3 étoiles. Le juste milieu, c'est compliqué. Mais l'équilibre est toujours compliqué à trouver dans la vie. Je sais pas, il y a un juste milieu des choses. La société évolue, il y a certaines choses qui évoluent avec la société. Mais il y a des choses où on est obligé de faire pas des petits rappels, mais on est obligé de le dire. On est obligé d'avoir des codes, en fait. On est obligé d'avoir des règles. Et c'est comme tout, de s'y tenir plus ou moins. J'ai pu le constater. Enfin voilà, effectivement, votre équipe est très mixte en salle. Est-ce que les difficultés que vous avez pu rencontrer au début de votre carrière ou avec des restaurants qui ne recrutaient pas de femmes, est-ce que vous pensez que cet état d'esprit-là est derrière nous? Oui, je pense. Alors, parce que déjà, la société a évolué. Et en plus, on a quand même des grosses problématiques à recruter. Donc, j'ai envie de dire... On ne peut pas se priver de 50% de la... Non, non plus. Oui. Et comme je dis, c'est vrai qu'une femme, ça amène autre chose au service. On ne peut pas avoir que des femmes
Je redis, ce côté mixte me plaît énormément. Mhm. Et la femme, au niveau du service, les femmes, en règle générale, elles sont beaucoup plus attentionnées, plus souriantes. Elles vont avoir des petites attentions que non pas. Et elles ont aussi... Mais vous, c'est ce que vous avez constaté. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Elles ont aussi, elles sont un peu plus méticuleuses sur certaines choses. Donc l'un est complémentaire. C'est vrai que à l'autre, et les deux sont importants. Et j'aime bien mixer, moi. C'est vrai que les deux sont... Et j'aime bien aussi en sommellerie avoir des femmes et des hommes. J'aime bien avoir les deux. Ouais. Parce que pareil, ils n'ont pas la même approche sur le vin. Ils n'ont pas la même description. Moi, par exemple, quelqu'un que j'aime bien, c'est Madame Cirino. J'adore le rapport qu'elle a avec le vin. C'est quelqu'un qui s'est fait toute seule. Et quand elle vous parle du vin, c'est facile. C'est-à-dire, c'est lisible. Elle a un rapport qui me plaît énormément. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait et qui serait intéressée par cette carrière, en fait, dans des métiers de la salle Un conseil, moi je dis, si c'est un métier qui plaît, faut foncer. C'est un métier où vraiment on peut s'éclater. C'est pas un métier qui est facile. Mais comme d'autres, c'est pas un métier qui est facile dans le sens où quand on est une femme et si on va avoir une vie de famille après, ça peut être un frein parce que c'est pas facile, comme je vous dis, d'allier le soir, les week-ends, etc. Ça doit pas être un frein non plus parce qu'il y a des solutions à tout. Vous, en tant qu'employeur, par exemple, est-ce que dans votre équipe, vous avez ce cas de figure de salariés au service, en sommellerie, qui ont des enfants, hommes ou femmes, Alors, qui trouvent des solutions? Oui, bien sûr, on a beaucoup de couples à la Villa Madi. Okay. On a beaucoup de couples. C'est vrai qu'on a beaucoup de couples qui postulent et on aime bien les prendre. C'est un peu comme avec... Ça vous rappelle peut-être... Oui, et puis si vous voulez... on passe quand même beaucoup de temps au travail, on partage une même passion et quand on est sur le même tempo, c'est-à-dire que quand l'un rentre, l'autre rentre avant ou après, mais il n'est pas couché. Enfin, on est sur la même mode de vie. On a aussi une brasserie à l'étage où là j'ai beaucoup plus de femmes et c'est plus des mamans parce que ça leur permet aussi à un certain moment donné de continuer à faire leur métier en prenant tout ce temps de plaisir parce qu'on est sur une brasserie avec une belle prestation, avec un beau service, des beaux produits, etc. Et en même temps, de pouvoir être chez elles le soir et les week-ends avec leurs enfants. Voilà. Je pense qu'il y a un temps pour tout. On donne énormément et on reçoit aussi beaucoup. On reçoit énormément et c'est un métier qui nous fait grandir tous les jours. Avant de conclure cette interview, j'aimerais bien justement qu'on revienne sur cette brasserie. Qui est donc complémentaire du restaurant gastronomique. Comment est-ce qu'elle est venue, ce projet-là? Quand on a visité et repris la maison, nous, on s'est penché sur le restaurant gastronomique en bas. Mais on avait bien vu qu'à l'étage, il y avait une partie qui n'était pas du tout exploitée, qui s'appelait à l'époque la petite cuisine. Bon, on était moins fan du nom. Et au départ, c'est pas qu'on s'en est pas occupé, c'est qu'on avait tellement à faire à la Villa Madi qu'on avait laissé un peu la brasserie de côté et on s'était dit on le fera dans un second temps. Ce qu'on a fait, c'est que quand on était un peu plus en place à la Villa Madi, à l'étage, on s'est penché dessus, on a changé le projet, on a changé le concept, on a fait une cuisine ouverte, dans un esprit brasserie mais un peu chic, dans le fait où le service c'est quand même c'est un beau service, où les produits sont sélectionnés. C'est la même philosophie que finalement en bas, c'est-à-dire que c'est que des produits frais, mais qui sont travaillés de manière différente, plus simple, dans un esprit brasserie. Et puis on la développe de plus en plus, puisqu'au départ on a fait que le midi, après on a fait midi et soir. Le menu a évolué, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, on a essayé beaucoup de choses à la brasserie, et ça y est, là on arrive cette année à avoir quelque chose qui nous plaît, et qui plaît. Marielle, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Quel est votre dernier coup de cœur food? Ça peut être un lieu, ça peut être un livre, un vin, ça peut être ce que vous voulez. Dernier, allez, je dis, si je veux vraiment, le dernier, c'était en Sicile. J'ai mangé dans un tout petit restaurant avec un chef qui était top. C'était très traditionnel, mais c'était super bon. Vous voulez partager le nom? Je sais plus le nom. Quel plat vous fait retomber en enfance? La Ligo. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié?
Le gargouillou de chez Michel Bras. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Le saumon. Ah, c'est la première fois qu'on me laisse là. Un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine chez vous ? L'huile d'olive. Quelle est votre recette fétiche quand vous cuisinez à la maison ? Les lasagnes. Et justement, quand vous faites vos lasagnes, qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous écoutez de la musique ? Est-ce que vous écoutez la radio ? Est-ce que vous discutez ? J'essaye d'écouter la mère qui est en fond, mais sinon j'ai Hugo et Louis qui sont souvent pas loin, en train d'essayer de me piquer des carottes, et j'arrive pas à faire ma sauce. Quel serait le restaurant de votre vie s'il n'en restait qu'un ? Votre restaurant préféré de tous les temps ? Ça peut être le vôtre. Hein. Oui, ça peut être le mien. Oui, je dirais la Villa Madi parce que j'y suis bien. Quel restaurant vous donneriez cher pour découvrir ? Qui est tout en haut de votre to-do list. J'aimerais bien aller manger chez Anne-Sophie Pic prochainement. J'aimerais bien aller aussi manger chez la famille Marcon, que j'ai pas encore faite. Et puis aussi un restaurant en Italie qui s'appelle Nadia. Je sais plus le nom. Ouais, je suis désolée, j'ai perdu le nom. On les a reçus l'année dernière et j'ai adoré cette dame. Je l'ai vue au Michelin. Chef 3 étoiles. Oui. Ouais. Je l'ai vue, et c'est une histoire de famille aussi. Son mari, il est en salle, elle est en cuisine. Et c'est une dame qui m'a beaucoup touchée parce qu'ils sont très gentils. Très gentils, j'aime bien ce qu'ils font et j'espère qu'on ira les voir. Dernière question de cette interview. À quelle femme passeriez-vous le relais au micro de Girls in Food ? Quelle femme de la gastronomie souhaiteriez-vous entendre ? Eh ben, je dirais Karine Atrazik. Oui. Ouais, voilà. Oui, qui travaille avec son mari. Qui travaille avec son mari, qui a eu 2 étoiles cette année. C'est un petit peu le coup de cœur parce que c'est ma région et j'aime bien la philosophie de leur maison. Voilà. Merci beaucoup Marielle. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.